Quand on pense à l'Égypte des pharaons, à son apogée, c'est souvent la 18e dynastie qui nous vient en tête. On l'appelle l'âge d'or, et c'est vraiment ça. Sortant d'une période de division, c'est cette dynastie qui a réunifié le pays et l'a propulsé, mais alors vraiment propulsé, vers une ère de puissance, de richesse et d'influence comme jamais auparavant. De quoi redéfinir complètement le monde antique. Mais voilà, derrière les trésors éclatants, derrière les masques en or que tout le monde connaît, eh bien se cachent des histoires bien plus complexes, des paradoxes, de vraies énigmes. Et ce sont justement ces histoires-là qui nous racontent le véritable drame, la véritable saga de cette dynastie, même au sommet de sa gloire. Alors pour plonger au cœur de cet âge d'or, on va suivre le destin de 3 souverains vraiment hors du commun. Leur règne, marqué par l'ambition, la révolution et le mystère, sont précisément ce qui a forgé l'héritage de cette dynastie. On verra ensemble la reine qui devint roi, puis la révolution du pharaon hérétique, le secret du roi enfant, et enfin ce qu'il reste de tout ça, l'héritage d'une dynastie. Allez, on commence avec un personnage fascinant, Hatshepsut, une femme qui a revendiqué le pouvoir suprême pour ensuite voir l'histoire, ou plutôt certains, tenter de l'effacer complètement. Et ça nous amène directement à la grande question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a voulu à ce point effacer des mémoires l'une des pharaons les plus prospères que l'Égypte ait connue? C'est quand même fou, non? Alors, son parcours, il faut bien le dire, sort complètement des clous. D'abord, elle est fille de pharaon, Thoutmôsis Ier. Ensuite, épouse de son demi-frère, Thoutmôsis II. À sa mort, elle devient régente pour son jeune beau-fils, Thoutmôsis III. Mais être régente, ça ne lui suffit pas, non. Dans un geste d'une audace absolument incroyable pour l'époque, elle franchit le pas et se proclame elle-même pharaon. Et pour légitimer un tel pouvoir, surtout quand on est une femme, il faut une sacrée stratégie de com'. La sienne, raconter et faire graver partout le récit de sa naissance divine. L'idée, c'est qu'elle ne serait pas la fille d'un homme, mais la fille du grand dieu Amon lui-même. Avec une telle filiation, qui oserait contester son droit au trône? C'est ce qu'on appelle la théogamie. Cette révolution passe aussi par l'image, et c'est ça qui est fascinant. Pour s'imposer dans ce monde d'hommes, elle ne s'est pas contentée de prendre le titre. Elle a adopté tous les attributs masculins de la royauté. La coiffe, qu'on appelle le némès, et même la fausse barbe, c'était sa manière de dire « le pharaon, c'est une fonction et c'est moi qui l'incarne ». Elle a complètement redéfini les règles du jeu. Et le plus fou, c'est que ça a marché. Son règne a été une période de prospérité incroyable. Elle a mis le paquet sur la paix et le commerce, avec par exemple la fameuse expédition vers le lointain pays de Punt. Ça a rapporté des richesses folles en Égypte. Et avec cet argent, elle a lancé des chantiers monumentaux, notamment à Karnak, qui ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Toute cette puissance et cette stabilité ont créé un empire tellement sûr de lui que, quelques générations plus tard, un pharaon va oser faire l'impensable. Tourner le dos à des siècles de tradition et tout risquer pour une vision du divin radicalement nouvelle. Bienvenue dans l'ère d'Akhénaton. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Proche-Orient, au XIVe siècle avant notre ère, c'est un vrai chaudron. Un échiquier géopolitique super complexe, avec des empires rivaux, des États vassaux qui changent d'allégeance, bref, des tensions partout, surtout avec les puissances montantes comme les Hittites. Et on sait tout ça grâce à des archives exceptionnelles, les lettres d'Amarna. On y lit la correspondance des rois étrangers qui supplient l'Égypte de leur envoyer de l'or, de l'aide militaire, c'est tendu. Mais le truc, c'est que pendant que tout ce jeu d'alliance se joue aux frontières, eh bien le pharaon, lui, il a la tête complètement ailleurs. Et voilà le grand paradoxe du règne d'Akhénaton. Alors que l'Empire est sous pression de toutes parts, son obsession à lui est entièrement tournée vers l'intérieur, vers une révolution religieuse qui va secouer l'Égypte. Il va jusqu'à négliger les affaires de l'État et affaiblir ses alliances. Ce qu'il a tenté de faire, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le tout premier monothéisme d'État de l'histoire. Fini le panthéon égyptien avec ses dizaines de dieux. Il a tout balayé pour imposer le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Une hérésie totale, une rupture si brutale qu'elle a plongé le pays dans une crise profonde. Et cette révolution, ce chaos religieux, ça a laissé des traces qui nous amènent tout droit à notre prochain mystère, caché au cœur de la tombe du plus célèbre des pharaons, le jeune roi Toutankhamon. Et là encore, on a une énigme. Comment se fait-il que le pharaon le plus connu au monde, dont le trésor a ébloui des générations entières, ait été enterré d'une manière si particulière, si précipitée? Quand on regarde le plan, c'est flagrant. Rien ne colle avec une tombe royale standard. C'est tout petit, c'est mal agencé, ça ressemble beaucoup plus à une sépulture de noble qu'à la demeure d'éternité d'un pharaon.
Tout, absolument tout, crie l'urgence, comme si on avait dû trouver une solution de dernière minute pour un roi mort de manière inattendue. Et les preuves de cette précipitation, on les voit littéralement sur les murs. On a retrouvé des traces de champignons sur les peintures. Ça veut dire quoi? Que la tombe a été fermée, scellée, alors que la peinture n'était même pas encore sèche. Et ce n'est pas tout. Certains objets du trésor, comme ce bousson de vase en albâtre, n'ont même pas l'air d'avoir été terminés. Donc si on résume les indices, une tombe trop petite, des murs à peine finis, une décoration limitée à une seule pièce, tout ça pointe vers une seule conclusion: une mort soudaine et un enterrement improvisé. Et l'indice le plus troublant, c'est peut-être cette scène rarissime, peinte sur un mur, où l'on voit son successeur, Haï, accomplir lui-même le rituel funéraire. D'accord. Hatshepsut, Akhenaton, Toutankhamon. Qu'est-ce que ces trois histoires nous apprennent au final sur cette fameuse 18e dynastie? Quel est son héritage? En fait, quand on met tout ça bout à bout, on voit une véritable réaction en chaîne. Il y a d'abord l'ambition d'Hatshepsut, qui a bâti cet âge d'or prospère, ensuite le radicalisme d'Akhenaton, qui est venu tout dynamiter, et enfin le règne de Toutankhamon, qui a été une tentative de recoller les morceaux, de restaurer l'ordre, mais dans une atmosphère de crise et d'instabilité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la 18e dynastie, c'est bien plus qu'un âge d'or stable et tranquille. Pas du tout. C'était une période hyper dynamique, presque explosive, avec des sommets de puissance incroyables, mais aussi des crises profondes et des changements qui ont vraiment, vraiment façonné l'Égypte pour toujours. Finalement, l'histoire d'Hatshepsut, qu'on a voulu effacer, et celle de Toutankhamon qu'on a enterrée à la va-vite, ça nous rappelle une chose essentielle. C'est que l'histoire n'est pas figée. Elle est écrite, effacée, réécrite. Parfois, elle dort pendant des milliers d'années avant d'être redécouverte. Et ça nous laisse avec une question en suspens, non? Combien d'autres récits comme cela attendent encore dans l'ombre?